Bonjour à tous et bienvenue pour cette session de Embarquer pour le cloud, donc dans la série Embarquer pour le cloud. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la sécurité des données. Et donc, donc, je vais commencer par me présenter. C'est pas très galant, mais une petite seconde, nous y voilà, voilà. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Abbas Afouatou, je suis Solution Architect et aujourd'hui, je suis accompagné de Christine Grassi. Christine, je t'en prie, présente-toi. Merci, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Christine Rachy, je suis consultante senior sécurité pour l'entreprise de conseil Devoteam Revolve et je suis aussi en charge de l'offre de services sécurité AWS pour Revolve. Et au quotidien, en fait, j'accompagne les entreprises dans leur voyage sécurité dans le cloud sur les aspects techniques, fonctionnels, organisationnels. Dans mon passé, j'ai été RSSI d'entreprise, j'ai travaillé au sein d'équipes sécurité aussi. Et donc, j'ai eu l'opportunité de voir et de comprendre les deux côtés du monde de la sécurité, à la fois côté client et côté fournisseur, ce qui me permet de faciliter cet accompagnement donc, au quotidien dans le voyage du cloud. Merci beaucoup, Christine. Juste avant de commencer, donc le but en fait de cette session, ça va être un échange. On va pouvoir profiter de la longue et grande expérience de Christine dans le domaine de, comme elle a dit, de la sécurité. Et juste avant de démarrer, pourquoi est-ce vraiment important de parler sécurité, de la sécurité de vos données principalement? C'est tout simplement parce que côté AWS, la sécurité, c'est notre job zéro, c'est notre pilier numéro un. Tous nos services sont créés en pensant d'abord à la sécurité et nous invitons tous nos clients à en faire de même et à, comment dirais-je, faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour sécuriser fortement les données. Du coup, ça m'amène à ma première question pour toi, Christine. Par où commencer? Finalement, on a des données à sécuriser, mais quelles sont les premières étapes où on commence? C'est un vaste sujet en effet. Je dirais que pour commencer, c'est important déjà de bien maîtriser les données que l'on va envoyer dans le cloud. Quand je dis de bien maîtriser, c'est-à-dire déjà de connaître, de savoir en fait. On ne sécurise bien que ce qu'on connaît bien. Donc en premier lieu, tout simplement d'avoir un inventaire, une cartographie des données qui sont potentiellement éligibles à aller dans le cloud et de bien définir ensuite le niveau de sensibilité de ces données par rapport à des référentiels en interne où il existe des référentiels sur le marché qui permettent de classifier si les données sont plus ou moins sensibles d'un point de vue de la confidentialité ou de la disponibilité ou autre. On voit malheureusement beaucoup trop d'organisations qui ne maîtrisent pas ce qu'on appelle du coup leur patrimoine informationnel. Donc la première étape pour bien sécuriser, c'est déjà de bien connaître. En deuxième étape, je dirais, c'est de définir ensuite son appétence au risque et les contraintes réglementaires auxquelles on peut potentiellement être soumis en fonction du domaine d'activité dans lequel on est. Donc, cette appétence au risque, c'est-à-dire définir quelles sont les données en fonction de leur sensibilité que je souhaite ou pas envoyer dans le cloud. Est-ce que je suis à l'aise ou pas à envoyer telle donnée ou pas? Est-ce que mon régulateur, est-ce que la loi m'autorise à les envoyer ou pas ou à les garder en interne? C'est bien important de faire cette dichotomie. Donc l'inventaire, l'appétence au risque et les exigences réglementaires. Et ensuite, donc en résultat, on a un arbre de décision et donc on délimite les applications et les données qui sont potentiellement éligibles au cloud. On peut faire un go-no-go officiel, rationnel, qu'on peut partager avec tous les intervenants. Et là, on commence à identifier les premières applications pilotes, les premiers pilotes qui vont aller dans le cloud et donc sur lesquels on va focuser les activités de sécurisation. On peut choisir par exemple de commencer par les applications les moins sensibles, avec les données les moins sensibles, ou les applications qu'on maîtrise le mieux, qui sont peut-être les plus récentes, les mieux documentées, ou alors celle où l'application est la plus simple. Donc ça, c'est vraiment la base de mon point de vue, pour commencer son voyage dans le cloud en toute sécurité. On voit que c'est pas des actions techniques, mais c'est pas une grande connaissance approfondie de technologie particulière, mais ça en reste pas moins indispensable, c'est de bien travailler son périmètre. Et ensuite, mais ça c'est un voyage de tout le temps, c'est se former, se former, se former. C'est très très important aussi pour commencer, c'est de savoir exactement ce qu'on fait. Et donc pour ça, il y a des tonnes de livres, il y a des certifications, il y a des white papers AWS qui sont très complets sur les bonnes pratiques de sécurité. Et c'est indispensable parce qu'on ne pratique pas la sécurité dans le cloud comme on la pratique sur l'on-premise. Donc se former, et au-delà des livres, des white papers, c'est se former en mettant les mains dedans, en testant, en essayant avec toutes les personnes. Donc c'est un voyage communautaire, je dirais, le cloud, où tout le monde met la main à la pâte.
Merci Christine. Du coup, je vois qu'effectivement, une fois qu'on a commencé un petit peu à préparer tout ça, ben, on va se lancer. Et finalement, est-ce que lorsque je m'occupe de sécurité, est-ce que le fournisseur va s'occuper de la sécurité à ma place? Alors, à ma place, non, mais il va faire sa part, comme tout le monde. Il y a souvent le terme, vous reverrez souvent le terme qui est de dire que le fournisseur s'occupe de la sécurité du cloud et le client s'occupe de la sécurité de ce qu'il met dans le cloud. Donc, en fait, ce qu'on voit à travers ça, c'est que donc il y a une variation du rôle et responsabilité de la mise en œuvre de la sécurité en fonction du type de cloud qu'on va utiliser. Le fournisseur donc s'occupe toujours de la sécurité des composants, des services qu'il offre. Par exemple, un data center, c'est de la responsabilité du fournisseur. Et ensuite, plus on va prendre, on va dire ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée qu'on utilise souvent comme référence. Il y a 3 types de services qui sont utilisés en cloud. Il y a ce qu'on appelle le IaaS, c'est-à-dire pour l'infrastructure as a service, le PaaS pour plateforme as a service et le SaaS pour software as a service. Tel qu'on le voit sur la slide qui s'affiche, la responsabilité du fournisseur cloud et la responsabilité du client par rapport à ces différents types de cloud. Donc, quand on dit que le client sécurise ce qu'il y a dans le cloud et le fournisseur sécurise le cloud, ben voilà, la part de sécurité prise en charge par le fournisseur est plus importante quand on va vers un service SaaS. Et parce que c'est là où le fournisseur offre le maximum de composants, elle est moins importante quand on est sur un service IaaS ou par exemple sur un IaaS, tout simplement, c'est je fais popper une instance dans un environnement comme je ferais popper une VM dans mon on-premise. Et donc là, j'ai beaucoup plus de sécurité à mettre en œuvre. Par exemple, sur du IaaS, la sécurité de l'OS, le patch management, c'est de ma responsabilité. C'est le fournisseur qui s'en occupe du côté SaaS. Donc, c'est bien important de comprendre cette dichotomie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'en SaaS, le fournisseur s'occupe entièrement de la sécurité. Le client n'est plus responsable du patch management, mais on comprend bien, par exemple, qu'il est toujours responsable de la gestion des droits et des droits d'accès. D'ailleurs, c'est bien important. Je pense que c'est ce que tout client souhaite, c'est garder la maîtrise là-dessus. Donc, c'est lui qui continue à définir sur ses applications, sur ses données, qui a accès à quoi. Pareil sur le contrôle. Quel que soit le modèle de délégation finalement de la sécurité en IaaS, PaaS ou SaaS, il y a toujours un moment où le client doit continuer à mener des actions de contrôle du niveau de sécurité qu'il met en place sur les environnements qu'il utilise, nonobstant ce que le fournisseur peut mettre en place de son côté aussi. Donc non, le fournisseur ne s'occupe pas entièrement de la sécurité, mais il y a un partage des responsabilités qui se fait au fur et à mesure, en fonction du type de famille de service cloud qui est utilisée. Merci. Il est donc important de se rappeler donc le modèle de sécurité partagée avec AWS qui gère la sécurité du cloud et le client qui s'occupe de la sécurité dans le cloud. Du coup, comment puis-je auditer la sécurité de mon fournisseur cloud? En fait, justement, cette répartition de la sécurité et des rôles et responsabilités, elle peut être contrôlée à 3 niveaux, définie et contrôlée. Le premier, c'est déjà que les mesures de sécurité auxquelles s'engage AWS sont définies au sein du contrat et de ses différentes annexes. Donc, déjà, une première étape, c'est de bien comprendre le contenu du contrat. Donc, ne pas hésiter à partager avec un responsable achat, un responsable juridique pour regarder toutes les clauses. Il y a des clauses standards, évidemment, mais rien n'empêche effectivement le client d'échanger avec les référents AWS pour faire ajouter ou modifier certaines clauses. Donc, j'ai déjà accompagné des clients pour faire spécifier des clauses ou les faire personnaliser. On pense beaucoup aux clauses d'audit, par exemple. Il y a tout à fait tout un volet d'audit qui est possible de définir en complément des actions de partage de résultats d'audit qu'AWS met en œuvre. Donc, j'invite vraiment les clients à se rapprocher en interne de leurs départements légaux et achats. Et il existe au sein d'AWS une équipe sécurité qui est en charge d'évaluer toutes les demandes d'évolution des contrats qui sont proposées, d'évaluer donc les demandes clients et de proposer des modalités de mise en œuvre. Donc, ne pas hésiter. C'est le premier aspect, donc la partie contractuelle. Ensuite, AWS se soumet lui-même à un ensemble d'audits qui sont réalisés par des tiers. Ils sont basés sur des plans de contrôle qui sont tout ce qu'il y a de plus officiel, connus, et qui attestent de la conformité à plusieurs normes et certifications internationales ou nationales, dépendamment du pays du client. Donc, on peut citer par exemple SOC 1, 2, 3, l'ISO 27001 aussi, ou pour la France, le HDS, où AWS s'est fait
il y a quelque temps certifié sur une partie du HDS. Donc, les résultats de ces audits, qui sont des audits qui peuvent être annuels, semestriels, sont mis à la disposition des clients par AWS sur le site qu'on appelle, enfin le service qu'on appelle AWS Artifacts. Donc, on peut télécharger le compte-rendu, l'attestation qui garantit qu'AWS est toujours conforme à toutes ces normes et qui sont notamment celles qui sont spécifiées dans les contrats. Et puis, il y a aussi le service, comme on le voit affiché, AWS Audit Manager, qui permet d'automatiser la collecte et l'agrégation de toutes ces données pour attester du niveau de conformité d'AWS à une norme ou une réglementation. Par exemple, on pense au GDPR, on peut penser à PCI DSS, on peut penser au CIAS Foundation Benchmark ou même aux bonnes pratiques internes que s'impose AWS. Voilà, le service Audit Manager permet de rassembler, de collecter toutes ces informations pour s'assurer que tel ou tel service est effectivement conforme. Très bien. Effectivement, et du coup, maintenant que je sais que j'ai des moyens d'audit qui sont du coup, comme tu l'as montré, nombreux et variés, est-ce que l'on peut dire que finalement AWS va accéder à mes données? D'accord. En fait, il est justement, si je reprends sur la notion de ces contrats, il est justement stipulé dans les contrats qu'AWS s'engage à ne pas manipuler, à ne pas accéder, à ne pas transférer les données que le client va placer dans ses espaces cloud. Je pense que c'est assez facile à comprendre la robustesse, la qualité et la sécurité. Comme tu l'as dit au début, Abbas, sont des engagements clés de l'offre de service AWS. D'ailleurs, je dirais que c'est pas juste AWS, très honnêtement. Ça fait du sens, c'est tous les fournisseurs cloud ont valeur à démontrer qu'il y a un sain cloisonnement entre les composants qui sont sous leur responsabilité et celles qui sont sous responsabilité du client et qui restent la propriété privée du client. Je pense que c'est la base de la confiance qui peut se créer entre deux partenaires. Donc, c'est cette saine séparation. Donc, c'est mentionné dans les contrats. Et puis, comme je vous disais, au-delà des contrats, et si on repense au modèle de responsabilité partagée, c'est le client ultimement qui a le pouvoir de définir les droits d'accès à ses applications, à ses environnements, à ses données. Et pour ça, il dispose de tout un ensemble de politiques de gestion qui peuvent être très, très granulaires, qui peuvent permettre de mettre du droit d'accès vraiment jusqu'à la donnée, jusqu'au fichier, qui permet de définir si une ressource est accessible, mais qui permet aussi de mettre des droits inverses négatifs, je dirais, c'est-à-dire définir si une ressource ne peut pas être accédée. Donc, c'est vraiment énormément une grande puissance de ces politiques qui peuvent aller dans les deux sens. Donc, on peut vraiment contrôler qui a accès à quoi. Donc voilà, c'est important, c'est défini dans les contrats. Il y a toute une série de politiques qui permettent, de solutions de sécurité qui permettent de définir ensuite bien granulairement les droits. Et enfin, si on n'est toujours pas rassuré, ou si pour des raisons réglementaires, on a vraiment besoin d'avoir un niveau de renforcement de la sécurité plus important, je dirais que la troisième couche, c'est le chiffrement en fait. On peut décider de chiffrer ou pas les données, et donc de chiffrer les données qui sont sensibles. Et si on utilise notamment les outils d'AWS, les fonctions de chiffrement sont vraiment rendues très simples d'utilisation. Elles sont interopérables à travers quasiment tous les services fonctionnels, tous les services opérationnels qu'on peut vouloir solliciter. Et donc, on peut définir à travers ça que même si pour une raison ou pour une autre, admettons qu'AWS se fasse pirater ou un intervenant malicieux d'une manière ou d'une autre qui a accès aux données, de toute façon, les données étant chiffrées, on ne pourrait pas y accéder autrement qu'en ayant la clé de chiffrement qui, elle aussi, est sous contrôle du client. Donc voilà, donc c'est une manière totalement transparente qui est tout à fait automatisable aussi de mettre un troisième niveau de protection et du coup, on peut concentrer nos efforts sur développer des applis et apporter de la valeur ajoutée au métier. Effectivement, et du coup, maintenant qu'on peut voir que les données donc sont du coup qu'AWS n'accède pas aux données et qu'en plus on a tous les moyens de chiffrement qui sont à notre disposition, que ce soit en transit ou au repos. Finalement, comment je peux être sûr que, à contrario, mes données vont vraiment rester en France? Ouais, c'est une question importante, effectivement. La notion de la souveraineté, c'est une notion qu'on évoque beaucoup. Et comment être sûr, effectivement, que mes données françaises restent en France? Alors là, je vais faire un petit pas de côté pour faire un petit focus sur la notion de région. Si tout le monde n'est pas à l'aise avec la notion de région. Donc, AWS s'appuie sur ce terme-là pour expliquer comment ces data centers sont mis en place. Donc, ils déposent une série de data centers dans différentes régions réparties dans le monde.
Il y en a plusieurs en Europe et il y a une région donc, qui s'appelle Paris. Donc une région, en fait, c'est un regroupement de data centers et pour Paris, donc, ce sont des data centers qui sont situés en Île-de-France à différents endroits. L'objectif de ça, effectivement, c'est d'assurer une bonne résilience. Donc si jamais il y a un data center qui tombe, les autres peuvent automatiquement prendre le relais et les données sont parfois souvent réparties sur ces différents data centers. Et donc c'est le client qui ultimement choisit toujours et qui est toujours en contrôle de la région sur laquelle il va déposer ses données. Donc, si un client français décide de ne déposer ses données que dans la région parisienne, il n'y a aucun problème pour ça, c'est lui qui le décide. Il peut décider de le mettre ailleurs, il peut décider de le mettre en Europe, mais il peut décider de se dire je reste dans la région Paris et tout ce que j'utilise, tout ce que je configure va être dans la région parisienne. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, dans les contrats, il est bien spécifié qu'AWS ne transfère pas les données. Donc là encore, si j'essaie de le mettre dans la région parisienne, pas de doute qu'AWS n'a pas un moment de dire pour des questions de résilience, je les prends et je vais la mettre en Irlande ou je vais les mettre aux États-Unis. Non, ça reste dans cette région-là et ça bénéficie. Ça, c'est possible tout en assurant la résilience grâce à la répartition des data centers sur l'Île-de-France. Donc voilà, donc c'est la garantie que effectivement, quoi qu'il se passe, les données, si je décide qu'elles sont en France, elles vont rester en France sans impacter les plans de résilience et les plans de continuité d'activité que je pourrais souhaiter mettre en œuvre à côté. Et bien que nos données soient en France, il est important pour certains de nos clients de s'assurer, et on est en Europe, donc de s'assurer que le RGPD va être bien respecté. Quid du RGPD sur AWS? D'accord. Donc le RGPD, effectivement, donc dans la slide que j'ai préparée, vous allez voir toute une série de liens, d'informations pour que vous puissiez, à tête reposée, regarder toutes les informations dont je vais vous parler et consulter les sources. Donc déjà, point important, là encore, je rappelle les contrats. L'ensemble des engagements RGPD d'AWS sont définis au niveau des contrats. Il y a une annexe très détaillée qui spécifie les conditions d'utilisation du cloud sont tout à fait conformes avec le RGPD et qui définit comment AWS lui-même met en place certaines mesures pour pouvoir se rendre conforme. Deuxième point, donc ça c'est la conformité affichée telle que contractuelle, il y a effectivement qui en découle une conformité technique. Donc il y a une qualification de la compatibilité des services AWS qui a été faite avec les 3 principales exigences techniques associées au RGPD, qui sont le chiffrement, la capacité à offrir du chiffrement, la capacité à gérer la suppression des données à la demande et la capacité à assurer une surveillance des traitements qui sont faits avec les données. Donc là encore, c'est clairement défini. Ensuite, comme je disais, il ne faut pas oublier que le RGPD, c'est de la co-gestion quand on est plusieurs. Donc, il y a la co-traitance et avec son sous-traitant. Donc, il y a une répartition des responsabilités RGPD entre AWS, que défini dans le contrat, et le client. Le client n'est pas dédouané de mettre en place ses propres mesures. Donc, effectivement, cette notion de responsabilité partagée, c'est pour rappeler que le client lui-même doit ensuite, au niveau de ses traitements, s'assurer de mettre en œuvre les différentes solutions, les outils maison ou via des outils tiers pour respecter les exigences RGPD. Donc voilà, on voit que c'est un engagement mutuel. Et puis bon, je le rappelle effectivement, on l'a déjà bien détaillé tout à l'heure, il y a la localisation qui fait qu'effectivement le client peut s'assurer que les données restent à Paris. Donc voilà, c'est un engagement mutuel sur le respect des règles RGPD. AWS fait sa part et le client a toutes les solutions en main pour pouvoir faire la sienne. Je vois, merci beaucoup. Effectivement, c'est vrai que c'est important de rappeler que même si AWS est RGPD ready, comme on aime bien dire, chez nous, il reste une énorme part à faire côté client. Donc, le client doit aussi respecter les parts qui lui incombent dans le cadre du RGPD et AWS fait aussi sa part avec des données qui en plus restent en France. Mais on va peut-être rentrer un petit peu dans les questions qui fâchent un peu plus. Finalement, et si on parlait un tout petit peu du Cloud Act, est-ce que le gouvernement américain, autant mettre les pieds dans le plat, peut vraiment peut avoir accès à mes données? Alors sur le Cloud Act, j'ai fait comme le RGPD, je vous ai mis une série de liens pour que vous puissiez regarder là encore à tête reposée les différentes informations qu'on va partager. Et d'ailleurs, je vous invite à lire le contenu du Cloud Act qui est disponible sur le site du Sénat américain. C'est très clair, c'est vraiment pas très long, c'est pas une brique de 40 pages, c'est très détaillé et ça permet déjà de bien clarifier les incompréhensions, le contenu, et puis voilà, de battre en brèche les incompréhensions, les fausses informations qui pourraient malheureusement
qui circule malheureusement. Donc, je vous invite à le lire, c'est vraiment intéressant et c'est très, très clair. Et quand on le lit, on voit, on comprend bien différentes choses. On comprend déjà que le périmètre est très borné. C'est pas n'importe quelle information qui peuvent être communiquées dans le cadre du RGPD, du Cloud Act. Donc, c'est vraiment certaines informations liées à des actes de terrorisme. Ensuite, c'est cet accès à l'information, enfin cette demande d'accès à l'information est tout à fait contrôlée et contrôlable parce qu'elle est définie par un processus très clair qui passe par un juge américain. Et voilà, et c'est un mandat qui doit être délivré par un tribunal. Donc voilà, c'est une procédure très claire. Donc là encore, c'est pas de l'arbitraire et c'est pas fait comme ça en dehors de tout contrôle. Ensuite, il y a une équipe dédiée au sein d'AWS, une équipe juridique qui est en charge d'évaluer les demandes qu'elles reçoivent et de s'assurer qu'effectivement elles respectent la procédure et de essayer au maximum de pouvoir communiquer en amont la demande qui a été faite au client. Donc, s'il n'y a pas de demande de restriction de communication, et AWS est amené parfois à challenger ces demandes de restriction, il va informer le client en amont de cette demande qui a été faite. Ensuite, AWS affiche sur un de ses sites, donc je vous ai mis le lien, toutes les demandes d'accès d'une manière générale qui ont été faites par les autorités américaines. Donc, vous pouvez voir exactement, et là encore c'est intéressant parce que ça démystifie. On sait exactement quelles sont les demandes qui ont été faites, dans quel contexte. Voilà. Donc, on n'a pas les détails très personnels, on va dire, sur les clients, et heureusement, mais on voit un petit peu les informations générales. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, ultimement, si vous avez la moindre crainte, parce que je peux tout à fait comprendre qu'à un moment donné, on se dise je vais être ceinture bretelle, eh bien, il reste toujours la solution du chiffrement. Si AWS, pour une raison ou pour une autre, devait transférer des données au gouvernement américain, vous pouvez chiffrer au préalable les données pour empêcher ultimement tout tiers qui accéderait au bundle de données d'accéder en fait à l'information, d'exploiter l'information qui sont dans ces données. Données chiffrées, AWS donnera les données chiffrées et vous resterez protégé par rapport à la confidentialité des informations qu'elles contiennent. Merci beaucoup. Donc effectivement, c'est assez rassurant de voir que le gouvernement américain n'a pas accès aux données via le Cloud Act et que du coup, vous avez toutes les possibilités en tant que client de pouvoir chiffrer vos données, protéger ces dernières. Et voilà, donc je pense que c'était important de bien bien rappeler ces points-là. Maintenant que l'on est rassuré sur finalement ces aspects plutôt juridiques, intéressons-nous maintenant finalement, est-ce qu'on est obligé d'acheter de nouveaux produits de sécurité pour protéger mes données dans le cloud? Est-ce que finalement, il faut changer ce que je faisais par avant? Alors, effectivement, je vous dirais oui et non. Ce qui est important de bien comprendre avant de penser à un nouveau produit, un nouvel investissement, déjà, c'est de comprendre qu'on ne pratique pas la sécurité dans le cloud, comme je disais tout à l'heure, comme on pratique la sécurité on-premise. C'est une nouvelle philosophie à avoir. Donc, ce qui est bien important avant même de penser à acquérir des nouveaux outils, c'est d'acquérir une compétence. Donc, c'est de se former et de s'informer sur ces nouvelles pratiques et ces nouvelles façons de faire. Je donne un exemple concret. Dans le cloud, on a à disposition ce qu'on appelle des services managés, c'est-à-dire des services déjà packagés, configurés, activables en 3 clics de souris et qui permettent de déployer tout un ensemble de fonctionnalités, et notamment des fonctionnalités de sécurité. Par exemple, on connaît dans le monde on-premise ce qu'on appelle les firewalls, les pare-feux, donc ce qui permet de définir les règles de filtrage de ces flux, qui pour communiquer avec quoi dans mon réseau, les routeurs aussi qui permettent de diriger les différents flux. Ça, dans le cloud AWS, c'est transformé par ce qu'on appelle des services managés qui assurent le filtrage, qui assurent la redirection des flux, qui sont directement accessibles et configurables via la console AWS et qui permettent de mettre en œuvre les mêmes capacités de filtrage que si on avait un pare-feu, mais sans avoir besoin d'avoir l'outil, l'hardware, l'outil matériel pour assurer. Donc, on n'a pas besoin d'acheter un nouveau firewall si on va dans le cloud en se disant mon firewall on-premise, il ne va pas fonctionner dans le cloud, je vais en acheter un nouveau. Non, ce sont des services dont certains sont inhérents, viennent déjà par défaut avec la plateforme, donc ce n'est pas un coût additionnel qu'on peut utiliser pour couvrir les mêmes besoins. Donc, c'est bien important déjà dans un premier temps de connaître tous ces services pour savoir exactement toute notre boîte à outils qui est à disposition sans même avoir besoin d'acquérir de nouveaux outils.
Puis ensuite, donc une fois qu'on s'est familiarisé avec ces outils, qu'on les a testés, qu'on les a exploités, on va pouvoir commencer à comprendre leur plus-value. On peut aussi comprendre leurs limites ou du moins dans quel cas ils sont éventuellement pas toujours utilisables ou parfaitement, ils répondent parfois pas toujours à tous les besoins qu'on a par rapport aux spécificités de son environnement. Donc une fois qu'on les a bien testés, on peut voir justement dans une deuxième étape, puis on aura nous-mêmes, notre niveau de maturité aura monté sur nos propres usages du cloud, qu'on a besoin quand on est dans le cloud, et bien on pourra statuer si on va continuer à utiliser certains services, si on va arrêter certains services et les remplacer par des outils qu'on va acquérir à l'extérieur, ou faire un mix entre les deux. Et donc voilà, ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être parce qu'on décide qu'on est multi-cloud et qu'on veut des outils qui sont en amont des fournisseurs cloud et pas multiplier les services par cloud. Ça peut être parce qu'on veut décider d'unifier ces solutions on-premise et ces solutions de sécurité cloud. Donc on va avoir les mêmes technologies. Donc voilà, donc ça peut être cette deuxième étape. Je dirais dans un deuxième temps, on va peut-être penser plus à l'investissement. Et puis, il faut quand même garder en tête que toutes les technologies sont encore des technologies qui sont pour certaines très jeunes, qui vont évoluer dans le temps. Donc, c'est aussi important peut-être d'attendre avant d'acquérir des solutions, de s'assurer que les différentes solutions sont elles-mêmes déjà matures. Mais on peut toujours aller faire un tour, je recommande, sur la marketplace AWS et de voir déjà quels sont les outils qui sont à disposition en disant, OK, c'est intéressant, peut-être pas tout de suite, on va regarder le service Magic qui fait le même service, je le garde en vue, puis peut-être que je vois un peu comment ça évolue et qu'à un moment, quand moi-même j'aurai évolué, il y aura une rencontre opportune qui se fera entre des outils tiers et mes pratiques. Très bien. Et effectivement, c'est important de voir que on avance aussi côté AWS avec le client et on est vraiment focalisé sur nos clients. Donc c'est important aussi de rappeler que on avance à votre rythme aussi. Et du coup, en parlant de rythme, finalement, est-ce que je dois attendre en tant que client que toutes mes mesures de sécurité soient au point avant d'aller dans le cloud? Ouais. C'est important de se demander effectivement à quel moment j'y vais en termes de sécurité. Parce que quand on pense DevOps, on pense accélération, on pense développer le matin et mettre en ligne l'après-midi. Ça peut être un peu stressant pour un RSSI. Un RSSI, je sais bien de quoi je parle vu que je l'ai été aussi dans une entreprise où le développement c'était le roi. Donc, ça peut être assez stressant de voir des mises en prod comme ça arriver à un rythme très cadencé quand on se dit qu'on n'a pas tous les process, tous les outils pour s'assurer que les basiques de la sécurité sont couverts dans le cloud. D'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'être complètement 100% à la main, d'avoir entièrement tous les process, tous les outils pour aller dans le cloud. Parce que la sécurité, c'est un processus en fait. Je pense que je dévoilerai aucun secret en disant qu'on n'est jamais 100% conforme à une norme, à une mesure. C'est une appréciation du risque. Quand est-ce qu'à un moment donné, le risque est assez bien couvert pour que je puisse aller de l'avant. Et c'est un processus, c'est une amélioration continue. Donc, ce qui est important surtout, c'est de garder la maîtrise de sa sécurité et de ce cycle d'amélioration, plutôt que de viser toujours, de se dire, c'est quand je serai à 100% conforme que je pourrai faire le premier pas, parce que ça n'arrivera en fait jamais. Donc, ce qu'il faut aussi penser, c'est que c'est la même chose pour le DevOps. On ne va jamais tout d'un coup, j'avais pas de cloud aujourd'hui et demain tout est dans le cloud. Là aussi c'est un processus que les équipes se mettent en place et s'approprient peu à peu les projets et les plateformes cloud au fil de l'eau. En général, on va commencer par un POC en interne ou à déployer quelques environnements peu sensibles. Donc la clé en fait de la sécurité, c'est pas d'attendre d'être complètement prêt, c'est de commencer le plus tôt possible à s'intéresser à la sécurité dans les projets. Donc, c'est de se rapprocher, dès qu'on entend parler de cloud et tout ça, de commencer à se rapprocher des architectes, des développeurs, des DevOps, et de ne pas attendre d'être à la V3 d'un produit pour se dire « Ah, vous allez dans le cloud? Non, attendez, on va commencer à parler sécurité. » Donc, c'est de construire un maillage étroit avec les différentes équipes et qui vont lancer les premières expérimentations et d'être partie prenante de ces premières expérimentations. Donc là encore, comme je disais, dès le début, si vous pensez que votre entreprise va aller dans le cloud, commencez déjà par vous former, par vous informer. Comme ça, quand les premiers projets vont arriver, les premières expérimentations vont être mises en œuvre, vous aurez déjà une petite boîte à outils intellectuelle, pratico-pratique à mettre en œuvre. Et ça vous permet de gagner énormément de crédibilité parce qu'il ne faut pas croire que les architectes et DevOps et tous vont arriver sur le cloud et ils vont avoir toutes les informations. Tout le monde va tâtonner. Et donc, vous allez tâtonner avec eux, mais vous pourrez déjà être un guide et un prescripteur. Et les équipes, on oublie souvent de le dire,
dire, les équipes techniques sont très friandes de bons conseils. Il ne faut pas penser qu'elles ne s'occupent pas de la sécurité ou qu'elles savent déjà comment faire. Et ça va énormément les rassurer si déjà elles voient que les équipes sécurité ont déjà des convictions, des idées sur la manière de mettre en place dès les premiers POC, là où c'est moins sensible, les mesures de sécurité et de grandir et d'apprendre ensemble. Donc, vous allez commencer par des mesures basiques, des mesures élémentaires, et puis peu à peu, ben voilà, il y a ce cycle d'amélioration continue qui va se mettre en place. C'est la même chose en fait comme sur l'environnement on-premise, hein. C'est la même logique. Peut-être que le maillage avec les différentes équipes est plus important parce qu'on n'est plus sur des cycles longs en V, mais on est vraiment sur des cycles de mise en prod très, très rapprochés. Donc, l'échange, la formation, la collaboration dès les premiers sujets, pour moi, c'est plus important que d'avoir une boîte à outils déjà complètement finalisée avant d'autoriser les premiers pas dans le cloud. Bien, merci beaucoup, Christine. On approche de la fin de notre session. Est-ce que tu voudrais, en résumé, donner un dernier petit mot de fin pour terminer cette session? Oui, je dirais que chez Devoteam Revolve, on a 4 convictions autour de la sécurité cloud, qui est une manière de développer un peu cette notion de sécurité et job zéro auquel on pense aussi. Donc, c'est de dire en conviction numéro 1, comme je le rappelais juste avant, qu'effectivement, c'est un chemin, la sécurité, un chemin par les équipes sécurité et par les équipes DevOps qui doivent le faire chacun le lien en maillage sur les différentes étapes pour avoir une approche structurée de cette amélioration continue de la sécurité. Donc, c'est aussi en conviction numéro 2 qu'il faut casser les silos. Il faut que les équipes sécurité parlent aux DevOps. Il faut aussi que les DevOps, les architectes aillent voir les équipes sécurité, n'aient pas peur d'aller les voir. Et que comme ça, on peut créer des communautés d'intérêt autour de la sécurité, polliniser les savoirs et puis surtout apprendre en faisant et en faisant ensemble. Votre sécurité, c'est notre 3e conviction. Elle va être différente. Toutes les entreprises vont avoir une sécurité et des mesures différentes parce qu'elles vont être le reflet de votre culture et de vos pratiques. Il y a quand même 2 éléments pour nous qui sont très importants. Un, c'est vraiment toute la notion d'automatisation. Essayez au maximum d'automatiser votre sécurité comme vous allez automatiser votre prod pour que vraiment votre valeur ajoutée en tant qu'équipe sécurité, elle soit dans l'analyse, dans l'étude, dans le grandir ensemble plutôt que juste dans le clic et la déconfiguration de le paramétrage d'outils. Et puis, essayez au maximum d'aller vers des environnements qui peuvent être détruits et réinstallés très rapidement. C'est-à-dire de ne pas bichonner 2-3 petites instances, d'essayer de les tuner à chaque fois qu'il y a une petite mise à jour à faire, mais vraiment dans la logique de quand j'ai besoin de réinstaller, je supprime et je redéploie. Et l'automatisation est un élément fort pour ça. Et la dernière conviction, c'est d'essayer au maximum, comme on le disait tout à l'heure, de sécuriser le cloud avec les outils du cloud. Donc, il y a tout un ensemble de services managés de sécurité. Donc là, vous avez une slide qui les résume par les différentes grandes catégories que vous pouvez utiliser. Donc, c'est intéressant d'aller voir la marketplace, mais commencez vraiment à sécuriser le cloud avec les outils cloud, parce que tous les outils cloud sont interopérables entre eux, sont automatisables. Et donc, voilà, vous allez pouvoir mettre en œuvre les autres convictions à travers ça. Eh bien, merci beaucoup, Christine, pour tous ces points fort intéressants et surtout pour ton expérience autour de la sécurité des données. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. J'espère que ça a répondu à pas mal de questions que vous auriez pu avoir autour de la sécurité de la donnée dans le cloud. Et puis, j'espère que, comme le dirait ce nombre cette série, que vous allez embarquer avec nous dans le cloud. Merci et à bientôt. Merci, Christine. Merci, au revoir. Au revoir.